Merci à toute l'équipe de présentation du journal. Deux rendez-vous après cette demi-heure, donc. L'actualité politique au Mali, en toile de fond, donc, le Premier ministre qui est enfin désigné. Qu'en sera-t-il des sanctions brandies par la CEDEAO? Et est-ce enfin la porte de sortie de crise? Sommes-nous déjà dans l'après-IBK en Côte d'Ivoire? C'est l'élection présidentielle qui cristallise l'attention et nourrit les débats. La tension qui monte à Abidjan. Appel à la désobéissance civile de l'opposition, arrêt de la CADHP à quelques 30 jours de la présidentielle d'octobre. La demande de l'opposition quant à la candidature de Ouattara peut-elle prospérer? Pour analyser ces deux situations dans la sous-région ouest-africaine, j'ai avec moi sur ce plateau James William Gbagidi, le chroniqueur international. Et c'est avec lui que s'ouvre le grand oral de ce soir. Il est déjà là, à mes côtés. James, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Eman. Bienvenue sur ce plateau. Oui, la situation au Mali, tout de suite. Quel commentaire? Oui, dernier événement en date, c'est la désignation de Moktar Ouane en qualité de Premier ministre au Mali. Et cette désignation vient quelques heures seulement après la décision prise par la CEDEAO de ne pas encore lever les sanctions qui ont été infligées au Mali depuis le 18 août dernier, date de commission de coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. À partir de ce moment-là, et la question se pose aujourd'hui de savoir si la CEDEAO va lever les sanctions dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou s'il y a encore quelque chose qui doit être corrigé. Mais s'il faut écouter ce que la CEDEAO a eu à dire avant de maintenir ces sanctions, c'est que la charte de la transition qui n'a pas été publiée, mais dont certains articles ont été lus pendant la prestation de serment du président Bandao et de son vice-président, le lieutenant-colonel Assimi Goïta. La charte de la transition prescrit que le président de la République sera remplacé dans ses fonctions jusqu'à la fin de la transition s'il arrive qu'il démissionne ou s'il est empêché d'exercer ses fonctions, et qu'il sera ainsi remplacé par le vice-président de la transition. Ce qui donne à croire que si éventuellement Bandao, dont on a déjà vu par deux fois dans sa vie qu'il a démissionné de ses fonctions, tout au moins une fois de façon très flagrante. Quelqu'un qui est un peu habitué à la démission. En tout cas, au moins deux fois, il a déjà démontré, et il a déjà démontré qu'il est susceptible et capable de ne pas se plier aux injonctions des acteurs politiques avec lesquels il collabore. Donc si Bandao en arrive dans une situation de crise avec ceux qui constituent, ou je dirais constituaient jusqu'à il y a quelques heures la junte militaire, et s'il démissionne, ce serait donc Assimi Goïta, le chef de la junte, qui prendrait le relais. Or, cela va totalement en désaccord avec les dispositions de la CEDEAO, avec la volonté de la CEDEAO de voir une transition assurée, conduite par un civil du début jusqu'à la fin. Déjà, les militaires ont eu une forme de subterfuge en mettant en place un ancien militaire, un retraité, quelqu'un qui, comme je l'ai déjà dit ailleurs, est plus habitué à avoir des réflexes militaires que des réflexes civils. Mais même s'il n'est plus militaire, il a passé toute sa carrière au sein de l'armée, le président Bandao. Donc, ils ont déjà un militaire. La junte a réussi en clair à contourner un peu la CEDEAO en mettant en place un militaro-civil. Oui, en réalité, ou civilo-militaire. La junte n'a peut-être pas totalement réussi à contourner la CEDEAO parce que Bandao a peut-être l'intention d'exercer ses fonctions de façon très libre, de façon très directe, mais ce contenu de la charte de la transition laisse quand même un goût quelque peu perplexe. C'est pour cela que la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions. Maintenant, la nomination du Premier ministre Moktar Ouane peut, un diplomate bon teint, avec je dirais une image très policée. Qui a déjà été Premier ministre d'ailleurs. Qui a déjà été, non pas Premier ministre, mais ministre d'Affaires étrangères. Ministre d'Affaires étrangères. Est-ce qu'il peut vraiment apparaître comme celui qui sauve la situation là-bas? En tout cas, la CEDEAO peut-être, parce qu'il a été nommé dans cette fonction-là, donner une chance à la junte, le temps que la charte de la transition soit corrigée et publiée, de lever les sanctions, parce que qu'on le veuille ou pas, les sanctions ne sont pas directement, n'ont pas un impact direct sur la junte, mais surtout sur la population. Et la population ne fait que, dans ces conditions-là, avoir plus de raisons de rejeter la CEDEAO dans sa posture. Et ça, ce n'est pas vraiment bon pour l'institution. Que peut apporter pour le Mali la nomination d'un Premier ministre, un diplomate comme Premier ministre? Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? D'abord, c'est le profil de Moktar Ouane qu'il faut voir pour constater que c'est un homme politique malien qui est
très connaisseur de la situation dans son pays et il arrive comme, je dirais, comme celui qui devrait nettoyer l'image écornée du Mali de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Il pourrait peut-être, si on lui en laisse la capacité, les moyens, conduire le Mali avec, bien entendu, derrière lui, le président et le vice-président, conduire le Mali hors de cette crise que le Mali a connue et que le Mali connaît encore. Cette image d'un homme politique assumé, d'un diplomate qui a de très nombreux contacts à l'extérieur, qui a exercé les fonctions d'ambassadeur du Mali au sein des Nations Unies, ce n'est pas rien. Et il a été pendant longtemps, il est resté ministre des Affaires étrangères pendant pratiquement de 2004 à 2011, sauf erreur de ma part, c'est également très important. Il a une très grande expérience et aujourd'hui ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de cette aide internationale, c'est de cette assistance internationale qui n'apparaît pas comme une injonction, qui apparaît comme un accompagnement. Et en qualité de Premier ministre et avec l'expérience que Mokhtar Ouane a, il a normalement la capacité de gagner ce crédit-là pour le compte du Mali. Vous avez dit normalement? Oui. Ça veut dire que si jamais les choses n'allaient pas dans le bon sens, ce n'est toujours pas bien pour le Mali. Il y a des obstacles possibles pour Mokhtar Ouane lui-même. C'est d'abord la junte. Vous l'avez vu, peu avant la nomination de Mokhtar Ouane au poste de Premier ministre, on a vu le M5 proposer des candidats. 14 candidatures oui. Qui ont été déposées auprès de qui? Qui ont été déposées auprès du vice-président. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers la junte pour déposer cette candidature. C'est le signe que même au sein du Mali, il y a encore de nombreux acteurs politiques qui pensent que le pouvoir se trouve, en dépit de la nomination du président Bandao, le pouvoir se trouve encore entre les mains de la junte. Bandao, en nommant lui-même le Premier ministre Mokhtar Ouane, démontre peut-être qu'il a pris le pouvoir et qu'il entend l'exercer dans son intégralité, dans sa plénitude. Et c'est en cela que c'est un signe positif. Mais les acteurs politiques maliens n'ont pas encore peut-être intégré exactement ce paramètre-là. Ils auraient remis leur liste à Bandao et qu'ils auraient choisi l'un d'entre eux peut-être, ou même auraient choisi Mokhtar Ouane, qu'on saurait que les acteurs politiques maliens entendent accompagner le président et la transition pour que le Mali sorte de la crise. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas encore totalement certain que les Maliens, en tout cas ceux qui, pendant ces dernières années, ont participé à la gouvernance, qu'on le veuille ou pas, la quasi-totalité des membres du M5, à l'exception notable de quelques-uns, ont participé à différents gouvernements depuis le retour de la démocratie au Mali dans les années 90 jusqu'à nos jours. Et donc, il y a de fortes chances de croire que ce qu'ils pensent conjointement, ce qu'ils imaginent conjointement et que ce qui se passe réellement, c'est-à-dire que la junte détiendra encore pendant un certain temps le pouvoir avant que Bandao ne puisse l'exercer dans sa plénitude. Mais il faut même signaler qu'il ne pourra pas l'exercer de façon totale parce qu'il est également prévu que des postes spécifiques du gouvernement sont sous la direction du vice-président, notamment la sécurité, la défense, les finances, les mines. Finalement, que peut un Mali avec un président, Bandao, civilo-militaire, un vice-président militaire et un Premier ministre qui est civil? Nous verrons bien sûr quand le Premier ministre aura constitué son gouvernement ce qu'il propose comme solution au Mali, mais je ne suis pas de ceux qui sont très optimistes face à ce genre de situation. Je n'ai jamais pensé que les coups d'État pouvaient apporter des solutions. Il est arrivé très rarement et dans des pays que des coups d'État apportent des solutions, mais c'est parce que les auteurs des coups d'État se sont retirés très rapidement du pouvoir. Le même Mali a donné l'exemple une fois déjà avec Amadou Toumani Touré. Quand il a pris le pouvoir au début des années 90, il l'a rendu très vite au civil. Avant de revenir. Et il est revenu candidat civil, ancien militaire certes, mais candidat civil, a été élu, réélu. On a vu également le même cas au Niger quelques années plus tard avec le colonel Daouda Malam Wanké qui a pris le pouvoir des mains de Ibrahim Barry Maïna Sara, qui a restitué le pouvoir très vite. Mais quand les militaires décident qu'il s'agira pour eux de corriger une situation avant de restituer le pouvoir. Est-ce que ça peut donc cacher quelque chose? Il est évident de mon point de vue aujourd'hui que les militaires maliens... Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait des débits de corruption au sein de l'armée. Oui, bien sûr. Bon, on ne sait pas, les audits ne nous révèlent pas si le lieutenant-colonel Assimi Goïta et ceux qui l'entourent aujourd'hui sont mêlés à ces questions
malgouvernance au sein de l'armée, de la gestion des ressources avec lesquelles l'armée aurait pu faire face aux djihadistes dans le nord du pays. Ce qui est certain, c'est que quand les militaires en arrivent à ce que Assimi Goïta et les siens sont en train de proposer, je ne suis pas sûr que la solution puisse venir vraiment d'eux. En 18 mois, quelle que soit la bonne volonté de certains des dirigeants, ils ne peuvent pas avoir mis en place et lancé une transition qui soit suffisamment aseptisée, qui soit suffisamment contraignante pour que le successeur de la junte, le successeur de la transition, celui qui aura pour le pouvoir après la transition, soit lancé dans une dynamique qui l'oblige à rester dans la bonne gouvernance de manière perpétuelle. Sinon, nous risquons d'avoir une junte, même si elle n'est plus en exercice, qui risque d'être en arrière-plan et qui continuera de donner des instructions pour la direction que le Mali prendra. Mais voici un pays qui a énormément de difficultés dans tous les domaines, sécuritaire, économique, politique. La gestion même de son territoire est un problème. Je ne vois pas comment on peut donc conclure en fait, partiellement que le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge. Ah non, du tout, le Mali n'est pas sorti d'affaires, le Mali n'est pas tiré d'affaires. Et ce n'est pas, quand je le dis, ce n'est pas qu'il faut donner plus de temps à la junte, bien au contraire. Il aurait fallu que la junte ne prenne pas le pouvoir, que l'on laisse les citoyens décider de à qui ils veulent confier le Mali. Mais il faut également que nous avons montré des citoyens qui ont pratiquement célébré la junte militaire, l'arrivée de la junte militaire au pouvoir. Et ça fait seulement c'était le 18 août dernier, ça ne fait même pas encore un mois, mais vous l'avez déjà entendu, les mêmes qui ont célébré la junte sont déjà en train de se plaindre de ce que la junte veut s'accaparer du pouvoir. La junte veut ne rien leur laisser comme moyen d'influencer la politique du Mali dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ça, c'est ce que les coups d'État ont de pernicieux. Il n'y a jamais moyen de savoir ce que l'auteur du coup d'État fera et ce qu'il décidera de faire du pouvoir qui tombe entre ses mains. Parce qu'il n'a pas hérité de pouvoir par légitimité. Il a hérité de pouvoir, il crée une nouvelle légalité en prenant le pouvoir, mais il n'a aucune légitimité. Il est vrai que la population était, dans une certaine mesure, en tout cas ceux qui manifestaient étaient contre Ibeka et auraient voulu bien que Ibeka quitte le pouvoir. Mais si on avait organisé des élections libres et transparentes, en tout cas si les résultats des législatives dernières avaient été respectés, je ne suis pas sûr que Ibeka aurait connu la crise qu'il a emporté. Et donc, c'est au peuple de décider de qui doit avoir son destin en main. Ce n'est pas à l'armée, quelles que soient les circonstances, de se prendre pour le redresseur de tort, comme nous sommes en train de le voir au Mali. Finalement, quelle posture pour la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO a été pratiquement enfarinée? Est-ce que la CEDEAO peut s'attendre à ce que les sanctions puissent amener le Mali à se mettre en règle? Ce qui est certain, la CEDEAO a très mal commencé la gestion de la crise au Mali, puisque pendant que Ibeka était encore au pouvoir et que la CEDEAO intervenait, la CEDEAO demandait le respect de la légitimité de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO avait comme une oreille sourde face aux revendications de la population, et tout ce que Ibrahim Boubacar Keïta a eu à proposer, la CEDEAO l'a entériné sans donner la possibilité au M5 de changer, d'avoir la capacité de changer un peu la gouvernance du pays avec Ibrahim Boubacar Keïta. Malheureusement pour la CEDEAO, c'est un coup d'État. L'acte le plus condamnable aux yeux de la CEDEAO qui est venu et que la CEDEAO se trouve obligée, après avoir réclamé le maintien, le retour au pouvoir de Ibeka, de façon parfois quelque peu ridicule, d'accompagner maintenant la junte pour qu'elle puisse passer le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, la CEDEAO détient une seule arme, c'est l'arme des sanctions. Et cette arme-là, je pense que la CEDEAO, par la suite, l'a utilisée judicieusement, continue de l'utiliser judicieusement. Et si la charte de la transition, de mon point de vue, n'est pas très claire sur la gouvernance qui doit être celle du Mali pendant les 18 prochains mois, la CEDEAO ne devrait pas lever les sanctions. Mais il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est que la population a de plus en plus faim et elle rejette de ce fait la CEDEAO pour l'action de sanctions contre la junte et malheureusement contre le pays. Voilà un dilemme dans lequel se trouve l'institution ouest-africaine. Faut-il lever les sanctions pour soulager la population ou faut-il maintenir les sanctions pour forcer la main à la junte pour qu'elle organise des élections et qu'elle fasse une transition respectueuse des dispositions de l'institution? Si on veut faire un peu dans le parallélisme, est-ce que la CEDEAO peut faire quelque chose aussi en Côte d'Ivoire?
La CEDEAO n'est pas encore appelée à intervenir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas encore de crise ouverte. La CEDEAO attend carrément le pourrissement pour après balbutier. La CEDEAO est une institution qui respecte la légitimité des gouvernements en place et qui respecte également la souveraineté des États. En dépit de tout, la CEDEAO n'est pas une institution supranationale et il n'existe pratiquement pas d'institution supranationale, même si on a voulu accorder ce caractère-là aux Nations Unies à certains moments. La CEDEAO n'attend pas qu'il y ait crise en Côte d'Ivoire, certes, mais à l'heure actuelle, la CEDEAO ne va pas faire des sorties ouvertes pour se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO vont sans doute prendre langue avec le président Ouattara, prendre langue avec les acteurs politiques ivoiriens de façon discrète pour les amener à mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, à édulcorer leur position, à revenir à de meilleurs sentiments pour que ce qui est déjà arrivé en Côte d'Ivoire par le passé, que ce soit 2002, que ce soit 2010, que ce genre de choses ne se reproduisent pas dans ce pays. Justement, cet arrêt de la CADHP, la Cour africaine des droits des peuples, qui ordonne, je fais bien le mot, qui ordonne à Ouattara d'avoir à réintégrer les deux qui ont été exclus de processus électoral, Guillaume Soro et puis Laurent Gbagbo. Oui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est dans son rôle. Elle a été saisie sur cette question-là. Elle a dit le droit, en tout cas sur la base des dispositions, des documents qui sont à sa disposition. Maintenant, il faut noter que depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, la Côte d'Ivoire a annoncé son retrait de l'institution, bien que le délai nécessaire pour que ce retrait soit définitivement acté, le délai n'est pas encore échu. Donc la Côte d'Ivoire a encore le devoir de mettre en application ce qu'exige l'institution, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je n'ai pas encore une analyse aussi assez profonde du dispositif de l'arrêt pour savoir exactement quelle analyse en faire concrètement, mais je ne suis pas non plus politiquement sur le plan politique sûr que Alassane Dramane Ouattara mette en application le contenu de ces exigences. Il n'est pas certain que face à des exigences comme celle-là, qui sont totalement à l'antipode de ce que il donne l'impression de vouloir, de ce que les institutions ivoiriennes ont décidé, il n'est pas certain que Alassane Dramane Ouattara se plie et c'est quelque peu dommage pour la Côte d'Ivoire qui, de ce point de vue-là, va vers une nouvelle crise interne. Il y a que l'opposition appelle à la désobéissance civile. Ensuite, il y a également que cette opposition appelle à annuler la candidature de Ouattara, la montée des tensions. Est-ce qu'il faut craindre le pire pour la Côte d'Ivoire finalement? Il y a de quoi craindre le pire pour la Côte d'Ivoire parce que même si les Ivoiriens sont les plus joyeux de l'Afrique de l'Ouest et qu'ils nous font beaucoup rire, quand ils s'expriment entre eux, quand ils parlent de cette crise-là, ils ont quand même de quoi avoir peur parce qu'ils ont déjà vu la guerre dans leur pays, ils ont déjà vu les nombreux morts qu'il y a eu sous le mandat du président Gbagbo. Il y a déjà eu des affrontements sous Bédié, il y a eu des affrontements sous le président le vieux Houphouët-Boigny et le plus grave, la plus grande série d'affrontements, la plus grave a eu lieu au moment du passage de relais entre Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Et c'est le genre de choses que la Côte d'Ivoire a pratiquement fini par prendre en habitude. Et c'est quand même assez regrettable. Il y a de quoi craindre. Et quand j'entends l'opposition appeler à la désobéissance civile, c'est un peu la répétition de ce que le président Ouattara a fait il y a quelques années, au moment où Laurent Gbagbo se refusait à quitter le pouvoir. Les circonstances ne sont pas exactement les mêmes. Il n'y a pas encore eu d'élection, il n'y a pas encore de victoire éventuelle d'un candidat qui appellerait l'autre à la désobéissance civile. Mais il faut noter aussi une chose, c'est que la désobéissance civile, c'est une arme à double tranchant. Quand vous lancez un appel à la désobéissance civile, vous prenez le risque de ne pas avoir de la légitimité. C'est-à-dire que les citoyens qui vont suivre ce mode de désobéissance civile, c'est qu'il faut qu'ils se privent de mener leurs activités quotidiennes pour se nourrir. Et à partir de ce moment-là, si trop peu de citoyens suivent votre mot d'ordre de désobéissance civile à la veille d'une élection, le résultat des élections peut être fonction du suivi ou non de ce mot d'ordre de désobéissance civile. Donc c'est un risque que le président Bédié a eu à prendre, ainsi que la classe politique qui s'inscrit dans l'opposition. Mais il faut quand même dire qu'ils n'ont pas fixé de jour précis pour dire aujourd'hui, voilà, on lance seulement juste le mot d'ordre
qui risque progressivement de commencer à détériorer la situation dans le pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Merci à vous, James William Badidi, chroniqueur international. Merci d'être passé. C'était donc le Grand Oral. Tout de suite, on va installer Esther Gaba pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous avons 3 sujets dans ActuWeb, la rentrée scolaire, la rentrée des classes, l'évolution de la Covid-19 et l'arrêt de la CADHP relativement à la Côte d'Ivoire. Et elle est déjà là pour en parler. Esther Gaba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. La rentrée est déjà effective, mais la situation des aspirants suscite des questionnements sur la toile. Oui, les internautes sont inquiets des conditions de ces enseignants-là. Le gouvernement du Bénin, la part du gouvernement du Bénin a souhaité une bonne rentrée aux apprenants béninois. La rentrée scolaire au Bénin est prévue pour ce lundi 28 septembre 2020. Bonne rentrée à toutes et à tous. Nous allons lire à présent la réaction des internautes sur le sujet des enseignants aspirants. Edmond Djikou, nous, aspirants préinsérés, sommes très mécontents de ce qui se passe. Nous ne bénéficions d'aucune prime à part le salaire qui est dérisoire. Nous sommes laissés pour compte. Nous avons aussi des familles à nourrir. Revoyez le mode de gestion afin de nous rendre la tâche facile, sans quoi on ne peut s'attendre qu'à de mauvais résultats. Émile Tossou, c'est un peu long son commentaire, je vais lire très rapidement. Merci, mais je voudrais vous informer que les informations de ces derniers temps tuent la motivation chez les aspirants et les maths psychologiquement. Si nous savons tous que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, il est alors nécessaire de rendre ambitieux le métier d'enseignant. C'est très grave si déjà à moins de 24 heures de la nouvelle rentrée scolaire, cette catégorie d'enseignants représentant le plus grand nombre dans nos collèges et lycées ne sait pas encore le vrai sort qui lui est réservé. Monsieur le Président, nous vous prions de revoir cette réforme en cours et d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie d'enseignants. Armand Jaurès, suggère qu'après les retraités du Bénin, que le chef de l'État béninois pense aussi aux étudiants qui doivent attendre 1 an ou plus avant de prendre leur bourse. C'est méchant ce qui se passe selon lui. Sophia Tougaba a également réagi par rapport sur le sujet. S'il vous plaît, êtes-vous au courant qu'il est demandé d'attribuer 30 heures de cours aux aspirants? Quelle production un enseignant peut donner avec ce quota d'heures de cours? Veuillez donner l'ordre au ministre d'abroger cette décision pour le bonheur de l'école béninoise. Au ministre Capo, c'est bien écrit. Voilà, au ministre Capo d'abroger cette décision pour le bonheur de l'école béninoise et aussi à la sauvegarde de l'emploi des jeunes. Sinon, si cette décision s'avérait, un tiers des aspirants vont se retrouver à la maison. Très bien. Le sujet numéro 2, avec ce nouveau point sur la pandémie Covid-19, nous avons désormais 40 cas de décès. Oui, tout à fait, 40 depuis quelques semaines. Oui. Le chiffre est resté à 40. Par contre, le nombre de personnes sous traitement contaminées augmente. Alors, nous sommes au Bénin à la date du 24 septembre 2020. Tout à fait, ça passe. On a un total de 2340 cas confirmés, 1960 guéris et 40 décès pour la Covid-19. Le centre d'information Covid-19 est joignable au numéro gratuit 136. N'hésitez pas à vous faire dépister
au moindre symptôme, à respecter et à faire respecter les gestes barrières. Le tableau qui est déjà affiché, Voilà. pendant ce temps, on va passer aux commentaires. 157 959 tests PCR, 36 276 tests TDR, 2340 cas confirmés, 340 sous traitement, 1960 cas guéris, et 40 voilà. décès. Alors, les internautes Credo Kanhonou, félicitations au gouvernement qui a compris tôt. Félicitations à nous qui avons cru au gouvernement. Fortune, un internaute également. Fortune Nyanguenon, oui. Nyanguenon. Si on n'entend plus parler du virus, c'est que sa violence a baissé et que ce n'est plus aussi mortel qu'au début. En tout cas, la panique est passée. D'ici mi à fin 2021, on sera peut-être déjà débarrassé de ce truc et pouvoir enfin respirer normalement dans la rue sans s'étouffer, il voulait dire avec les cache-nez. Oui, alors, Claude Kouessi, toujours un commentaire, voilà, le nombre de personnes sous traitement remonte encore. Respectons les gestes barrières. Respectons les gestes barrières. Oui, voilà c'est très important. Tout à fait. Commentaire Januar aussi, il faut louer cet effort considérable du gouvernement si l'on ne veut pas être ingrat. Très bien. On va tout de suite en Côte d'Ivoire avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à Ouattara d'avoir à réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Oui, la Cour africaine de justice désavoue la Côte d'Ivoire, lui ordonnant de réintégrer l'ex-président sur la liste électorale pour la présidentielle du 31 octobre. C'est une information que j'ai obtenue sur la page Facebook du journal Jeune Afrique. Évidemment, les internautes ont réagi sur le sujet. Dr Ngoy, que peut être la suite de ce feuilleton électoral car le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, souhaite faire une élection vide de sens en écartant tout opposant capable de lui tenir tête pour son troisième mandat apparemment illégal. Drôle de façon de faire les choses pour l'homme d'État qui a brillé comme donneur de leçons de démocratie en Afrique. C'est pertinent. À lui, Kouadio, elle désavoue à nouveau la Côte d'Ivoire. Parlant de la Cour, comme depuis le début, notre Côte d'Ivoire mord la poussière face à toutes les juridictions internationales. Par contre, elle gagne miraculeusement ses mêmes procès devant les juges ivoiriens. Question, qui dit le droit? Un dernier commentaire de Enoch Foch pour conclure. Une cour qui ne compte que 9 membres sur 54 États, que compte le continent. Nous n'oublions pas que son président, le président de la cour, a été avocat dans un cabinet qui a défendu Soro. Donc, rien de surprenant à cette décision personnelle. C'est l'avis de M. Enoch Foch. Merci à vous. Merci d'être passé. C'était donc Actu Web. Et ainsi prend fin votre émission Vespirale 90 minutes au Bénin. Bonsoir chez vous.